Nous retrouvons ici le problème qui a déjà été traité en cours d'une poutre dont la section est en forme de C avec une hauteur d'âme égale à 2 fois la largeur des semelles. L'épaisseur est supposée constante et la section soumise à un effort tranchant TY pur. Cela signifie que le cisaillement n'est dû qu'à TY. Il n'y a donc ni moment de torsion, ni effort tranchant TZ. Le moment quadratique IZ, dont on aura besoin plus tard, a été calculé et vaut 8/3 de EB3. Nous allons, dans un premier temps, définir un sens de parcours A, B, C, D, E et déterminer la variation du flux de cisaillement selon ce sens de parcours, ce qui a déjà été fait. Pour cela, nous utilisons la formule de Brett, en commençant d'abord entre les points A et B. Phi en B égale phi en A moins TY sur IZ, somme de A à B de YDS. Comme vous le savez, phi en A est égal à 0. Et cette intégrale peut être calculée directement comme le produit BE, qui est l'aire de tôle située entre A et B, par moins B, qui est la position de cette tôle par rapport à l'axe Z. On trouve pour B 3 TY sur 8B. N'oubliez pas qu'un flux s'exprime en newton par millimètre. Comme on sait que la variation est linéaire entre A et B, on peut déjà tracer cette variation ici. On va maintenant calculer la variation entre B et C. À nouveau la formule de Brett, phi en C égale phi en B moins TY sur IZ, somme de B à C de YDS. Et on trouve pour le flux en C 9/16 de TY sur B. La variation est maintenant parabolique de B jusqu'à C. On sait qu'en C est atteint le maximum du flux. Il est facile à partir de là d'exprimer la suite de la variation puisque on revient ensuite en D avec la même valeur qu'en B et on revient en E à nouveau à 0 par une variation linéaire. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir quel est l'effort repris par la semelle inférieure. Comme vous le savez, le flux est un effort par unité de longueur. Pour calculer l'effort résultant qui agit entre A et B, eh bien, il faut intégrer phi dl de A jusqu'à B. Or, quand on intègre phi dl de A jusqu'à B, on obtient en fait l'aire sous la courbe, autrement dit l'aire de ce triangle hachuré. Calculons l'aire de ce triangle. C'est 3/8 de TY sur B, qui était phi en B, multiplié par B, la longueur AB, 1/2 parce que c'est l'aire d'un triangle. On trouve 3/16 de TY. Si on fait maintenant le même travail entre B et D, il va falloir calculer l'aire sous la parabole. On n'a pas besoin de le faire, pourquoi ? Bien parce qu'on sait que F2 est égal à TY. Effectivement, c'est TY qui a généré les contraintes de cisaillement. Donc quand on fait maintenant l'opération inverse qui consiste à retrouver les efforts dus à ce cisaillement, on doit forcément retrouver TY suivant la direction Y. Regardons maintenant ce qui se passe entre D et E. Et bien entre D et E, on a évidemment les mêmes valeurs que celles qu'on avait trouvées entre A et B. L'aire du triangle ici est la même que celle qu'on a envisagée précédemment. Donc un effort F3 égale à 3/16 de TY. On se retrouve donc maintenant avec un système de 3 forces, F2 dont la ligne d'action est verticale, confondue avec l'âme, et F1 et F3 dont les lignes d'action sont horizontales, confondues avec les semelles. F1 et F3 étant égales à 3/16 de TY, alors qu'F2 est égal à TY. Vous avez appris en cours de statique comment retrouver la force équivalente à 3 forces données. On sait effectivement que 3 forces coplanaires sont équivalentes à une force unique. On commence par envisager les deux premières, F1 et F2. Dans un petit graphique à part ici, on calcule la résultante vectorielle F1 plus F2. Puis on dit que la force équivalente à F1 et F2 doit avoir sa ligne d'action qui passe par le point d'intersection des lignes d'action de F1 et de F2. Donc voici la ligne d'action de F1 plus F2. Il reste maintenant à ajouter F3. Si on fait la somme vectorielle de F1 plus F2 plus F3, comme F1 et F3 sont opposés, eh bien cette somme est égale à F2, bien entendu. Pour trouver la ligne d'action de cette force, il suffit de recommencer, c'est-à-dire de trouver le point d'intersection ici, entre F1 plus F2 d'une part et F3 d'autre part. On peut donc en conclure que les trois forces F1, F2 et F3 sont équivalentes à une force unique, dont la ligne d'action passe ici, comme vous le voyez, à gauche de l'âme.
Que devient ce résultat si on s'intéresse maintenant à un effort tranchant TZ pur? Vous voyez que dans ce cas, le problème devient un problème symétrique. Donc, la ligne d'action résultante des actions de cisaillement ne peut être dans ce cas que confondue avec l'axe de symétrie. On vient donc de montrer que pour un effort tranchant TY, la résultante des actions de cisaillement passe ici. Pour un effort tranchant TZ, la ligne d'action passe ici. Le point C, qui est l'intersection de ces deux lignes, est appelé centre de cisaillement. C'est en fait le point où le moment des actions de cisaillement est égal à 0, puisque ce point est situé sur les deux supports. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand il n'y a pas de torsion, ce qui est le cas ici, puisque les deux seules sollicitations qui sont prises en compte sont TY et TZ, eh bien c'est en C, et non pas comme on a pu le dire jusque-là en G, que le moment des actions de cisaillement est égal à 0. Cela nous conduit donc à revoir notre définition du moment de torsion. Jusqu'à présent, on disait que le moment de torsion, c'était par définition le moment suivant X exprimé en G des forces qui s'appliquent en aval. Il va falloir maintenant dire que le moment de torsion, c'est par définition le moment suivant X exprimé en C des forces qui s'appliquent en aval. C'est pourquoi C est appelé centre de torsion. Pour comprendre physiquement ce que représente le centre de torsion, imaginons le système expérimental suivant. Nous retrouvons ici notre poutre en forme de C, encastrée, libre à son extrémité, à laquelle on a soudé une plaque rectangulaire. Cette plaque est percée de trous, ce qui permet de déplacer la charge étant constituée par ce poids. Deux comparateurs ont été positionnés sur l'arête de cette plaque. Qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, nous remarquons que c'est quand l'effort s'applique avec une ligne d'action qui passe par C que les deux comparateurs indiquent la même valeur. Pour toute autre position de la charge, les deux comparateurs indiquent des valeurs différentes. On en conclut que quand l'effort passe par C, puisque les deux comparateurs indiquent la même valeur, c'est qu'il n'y a pas de torsion. La poutre est alors soumise uniquement à de l'effort tranchant TY et à de la flexion, mais pas à de la torsion. Cela confirme bien que c'est en C que le moment de torsion se calcule, puisqu'il est nul quand la poutre ne travaille pas en torsion. Il est très important de connaître la position du centre de torsion, puisqu'il a été déjà dit en cours qu'une section ouverte ne devait pas travailler en torsion. Donc pour faire travailler correctement une section ouverte en cisaillement, il faut s'assurer que la résultante des efforts passe par C, d'où la nécessité de connaître la position de ce point.